Salut les amis, bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez aussi bien que l'Olympique de Marseille. Et oui, l'OM est en vie, c'est la fin des lives des primes, comme le dit Lopododo. On pensait l'OM mort, on pensait tous que l'OM était mort. Et franchement, je pense que la majorité des présidents, des directions que l'on a eu avant ça se serait dit la même chose, aurait abandonné, aurait jeté l'éponge. Moi, personnellement, je m'étais dit c'est bon, la saison, elle est foutue. On va faire comme on a fait avec Mitchell, etc. Il n'y aura plus rien à faire. Mais non. Longoria, Benassia, Tessier, qui vous voulez, en tout cas cette direction de l'OM a décidé que l'OM n'était pas mort. Ils ont donc essayé, ils ont tout fait pour essayer de sauver ce qui était encore sauvable. Ils ont été chercher une carte dont on s'est moqué, il faut le dire aussi, on s'est un peu tous moqué de Gasset. C'était genre, oh là 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 là, il nous ramène Gasset, c'est quoi ce mec, c'est quoi ce truc? Et on en est à 4 victoires consécutives. Et 4 victoires et pas 4 petites victoires 1-0 arrachées sur le choc psychologique. Forcément, il y a un choc psychologique. Mais quand même, on a gagné en 3-1. 4-1, 5-1, 4-0, c'est incroyable, c'est incroyable. Hier, il y avait le grand match pour définitivement mettre en route l'OM Redemption Tour. Et oui, et je fais des grands gestes comme un pasteur évangéliste, parce que oui, nous sommes en pleine rédemption, mes fidèles, et il fallait exorciser le cauchemar Marcelino de ce début de saison où, on l'a déjà dit, il y a quand même des choses qui ne sont pas agréables sur ce qui s'est passé dans l'aventure de Marcelino à l'OM, mais il fallait exorciser ce truc parce que la manière dont il est parti, les déclarations, tout ça, ça nous a embêtés. Et 4-0, c'est clair, net. Vous imaginez quand même qu'à un moment, il y a 3 semaines, je priais simplement pour avoir un tout petit peu de football. Et hier, je voulais qu'il y ait un 5e but. Hier, j'avais presque des regrets en me disant merde, on aurait dû mettre un 5e but. Vous imaginez le gap entre les deux? C'est incroyable. Franchement, j'en ai vécu des choses avec l'OM, mais là, ce qu'on est en train de vivre, c'est un truc que j'ai jamais vécu encore avec l'OM. Donc voilà. Moi, je vous le dis, c'est fini les débriefs des primes, c'est fini, c'est fini les sponsors de chercher à faire sponsoriser ce live par Xanax et Lexomil. Maintenant, on va chercher à être sponsorisé par le biopic de Bob Marley et on va avoir des blancs à dread qui nous jouent Redemption Song en intro. Là, il y a du concept, Moi, je vous le dis. Combien de victoires consécutives le live tout nu? Victoire en Europa League, écoutez, victoire en Europa League, je ne réponds plus de rien. Et voilà, c'était extraordinaire. Franchement, ce qu'on a vécu hier, c'était vraiment beau. Petit bout de pomme, parce que je mange de la pomme le matin, comme tout le monde. Comme les gens bien, comme les Chiraciens de ce monde. Je rigole, bien sûr, je ne suis absolument pas Chiracien. Je suis Gassetien, comme tout le monde le sait. Bientôt, il va y avoir la casquette de Jean-Louis Gasset à côté de Bielsa. Non, mais réellement, il faut qu'on parle. Et Ricky, il dit pomme française bio, j'espère. Et vraiment, en plus, c'est une pomme française bio que j'ai achetée au supermarché. Mais donc, au supermarché, elle était pas super bonne, ma pomme. Ça me manque un peu de goût, elle manque un peu de goût, mais en même temps, quand tu les achètes en supermarché, c'est pas top. Je suis pas super bien placé. Je pense qu'on va faire ça comme ça, voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux comme ça, pour bien voir Marcelo et tout. Alors, on va parler de la victoire 4-0 de l'Olympique de Marseille hier face à Villarreal. Franchement, je me suis régalé au stade. C'était exactement ce qu'on voulait voir. Et vraiment, j'aurais jamais cru faire une référence à Bielsa en parlant de Gasset, mais dans mon bouquin, il y a un moment, il y a
notre ami Thierry Audibert qui me dit en fait l'OM jouait exactement comme je voulais le voir jouer. C'était après la victoire à Reims 5-0. Et hier, j'ai vu l'OM jouer exactement comme je veux voir l'OM jouer. Et c'est pas souvent que ça arrive. Et c'était franchement magnifique. Et pour en arriver à un moment à se dire putain, mais il faut mettre le 5e but. C'est en Coupe d'Europe, en 8e de finale. Putain, dans une confrontation face à ton ancien entraîneur où tu voulais absolument gagner. T'as pas gagné 1-0, t'as gagné 4-0. C'est incroyable. Et alors, je vais lire le message de Lopo Dodo qui dit franchement, Mourad, on était plusieurs à craindre la réception de Villarreal qui restait sur une bonne série dans leur championnat aussi. On se disait qu'on avait tapé des équipes totalement en perte de vitesse en championnat. On avait donc des appréhensions légitimes avant ce match. Et finalement, ce match livre pour moi un verdict certain. Cette équipe est bâtie pour aller gratter le top 4 en Ligue 1. Oui, l'autre grand enseignement qui me fait plaisir parce que des fois on a tort, comme le fait de ne pas trop croire en Aubameyang, de ma part, j'avais tort je pense, mais la certitude que j'ai depuis les saisons Bielsa et Michel, c'est qu'un effectif, c'est pas des cartes FIFA, c'est pas des trucs figés, c'est ce qu'en fait l'entraîneur. Et moi, j'étais persuadé que cet effectif, il n'était pas beaucoup moins qualitatif que celui de Sampaoli et de Tudor. Je ne sais pas s'il était aussi bon ou meilleur. Comme l'a dit Longoria hier dans son interview à As, je ne sais pas. Mais par contre, je me disais... Franchement, ce mec, Iliman Ndiaye, je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Il faudrait mieux l'exploiter. Et en fait, ce qui est en train de faire Gasset, c'est simplement de faire jouer ces mecs-là à leur niveau. Et quand ils jouent à leur niveau, on voit qu'ils sont largement au-dessus du bottom 10 de la Ligue 1, en fait, des 10 dernières équipes de la Ligue 1. On voit qu'ils sont largement au-dessus et qu'ils ont largement les armes pour lutter contre le top 8 de la Ligue 1 largement, et même qu'ils sont sans doute meilleurs que beaucoup de ces équipes-là. On le voit. Par contre, il faut réussir à les faire jouer, parce que c'est ça la difficulté de la position de l'Olympique de Marseille, de devoir avoir des joueurs de seconde zone, c'est-à-dire pas des joueurs Real Madrid, Inter, etc., des joueurs qui sont très très hauts, c'est à des joueurs du deuxième paquet, et les joueurs du deuxième paquet, il faut les faire performer très très fort. Et jusqu'ici, on a fait sous-performer parce que le style de jeu de Marcelino demandait sans doute beaucoup trop de temps et on en avait zéro. Et le style de jeu de Gattuso, je sais pas ce que c'est, et je pense que lui non plus ne sait pas ce que c'est. Et je suis pas certain que c'est un très bon entraîneur, malgré le fait que ça a été un très grand joueur et que ce soit sans doute quelqu'un plein de bonne volonté. Donc on a sous-performé avec ce groupe-là, on réussissait pas. Et n'oublions pas qu'il y a eu des circonstances extérieures. Il faut quand même rappeler cette réunion, etc. Le fait que ce soit le gros bordel, qu'il y avait de l'instabilité un peu partout, tout ça, ça a joué, qu'on le veuille ou non. Et donc ces joueurs-là sous-performaient. Et là, ils performent. Ils performent, et j'ai quand même envie de dire, ils performent vraiment, c'est le max. C'est ce que je veux. En fait, à l'Olympique de Marseille, je sais que je vais avoir des joueurs de seconde catégorie. Je veux qu'on les fasse performer très fort. Là, Gasset est en train de les faire performer très fort. C'est-à-dire, il les fait pas performer à minima. Il leur dit pas, bon, on va essayer de gratter un 1-0, on joue des lignes resserrées, et puis on va faire des comptes, des machins. Non, le gars, il a fait des pressings, il a fait des machins. C'est magnifique. C'est pas simplement une rédemption sur des victoires 1-0. C'est pas la saison 2 de Villas-Boas où tu gagnais plein de matchs 1-0. Là, le contenu des matchs, ça ressemble beaucoup plus aux bonnes périodes de Tudor ou de Bielsa. Avec bien sûr des tas de choses différentes. On n'est pas sur du marquage individuel, on n'est pas enfin, il y a quand même, les blocs sont quand même assez hauts, etc. Mais de temps en temps, tu peux allonger aussi avec Gasset, c'est différent. Mais dans tous les cas, le contenu, on est sur un plaisir devant ces matchs-là
qui est pour moi du même acabit que celui que j'avais en voyant les bonnes périodes de Tudor ou de Bielsa. Franchement, c'est magnifique et je pense que j'ai dit assez de bien. Alors, je vais vous lire un petit peu. Et ensuite, on va aller faire des tours un peu sur des sites, voir les placements des joueurs, les stats et ce genre de choses. Donc voilà, comme Totov le dit sur le chat, ils veulent tuer les adversaires, pas les anesthésier. C'est tout à fait ça. Et je te remercie beaucoup de cette chère... je disais ça du jeu de Sampaoli. Je disais que Sampaoli cherchait à anesthésier les adversaires et si par miracle, si ça passait, hop, essayez de leur filer un petit coup en traître, un petit truc, on gagnait 1-0 et puis ça passait. Mais dans tous les cas, tu prenais le ballon, tu les anesthésiais, ils pouvaient rien faire et toi tu cherchais à les battre. Donc c'était un petit peu ça le truc. Et voilà, là, Gasset, comme il m'a dit en conférence de presse quand je lui ai dit est-ce que vous pourriez laisser le ballon, il a dit non, moi j'aime pas ça, laisser le ballon, non, si tu nous le laisses, je suis content. Ricky, peux-tu analyser les hitmaps et positions moyennes qu'on sache comment on joue? Bon, on va regarder ça, j'ai prévu ça un petit peu, j'ai ouvert WhoScored et FBref, on va aller voir un petit peu des trucs statistiques, des positions moyennes, tout ça, mais en sachant que ça change beaucoup aussi d'un match à l'autre, donc voilà, il y a quand même aussi... En plus de ça, il est pas du tout arrêté sur un truc à la con. Enfin, être arrêté, avoir des convictions, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup, beaucoup les entraîneurs avec des convictions fortes, mais mais là. Mais il faut qu'elle soit explicable, il faut que tu comprennes l'idée du football. Et l'idée du football, là, je pense qu'on est vraiment dans la rédemption. Écoutez les gars, vous avez déconné, maintenant c'est l'heure de la rédemption. Donc le Gasset Ball, c'est le Redemption Ball. Mais on n'est pas sur un Gattuso qui s'arrête sur un 4-3-3, il fait tourner, il y a des choses différentes. Après... on va aller regarder ça ensemble. On va remercier aussi Sinalune pour son abonnement. Merci à toi. Et voilà, j'ai l'impression d'être devant une télé évangéliste. Voilà, non, je rigole. Je ne demanderai pas votre argent. Salut Moser. On se voit tout à l'heure dans tous les cas. On va aller voir un petit peu ces lives. On est en tout cas bien. Bonjour Mourad, j'ai une petite stat pour toi. Quand nous avons eu 3 clubs français en quart de finale, où Marseille était l'un des 3, nous avons été en finale. Saison 2003-2004. Ok, c'est une stat à la Yacine, ça, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire 2017-2018, il y avait 3 clubs français en quart de finale. Ouais, sans doute le PSG. Il y avait Lyon aussi, non? Ils n'étaient pas en quart, il me semble. Et donc là, il y aurait Lille qui est bien parti, qui a gagné 3-0 hier contre le Dynamo Zagreb, le PSG contre la Sociedad, et nous, on est pas mal parti. Lyon fait demi quand on fait finale. Non, il me semble qu'ils se font éliminer en quart, justement, contre une équipe du pays qu'on n'aime pas trop. Voilà. On va aller faire un tour. J'ai pas encore lu cette petite interview de Payet, mais j'avoue que d'abord c'est bien. Voilà, quand t'es dans une bonne dynamique et tout, d'avoir des news des anciens, t'es pas en mode mais il était trop fort et puis on l'a fait partir. Et je suis content pour lui qu'il s'épanouisse au Brésil, qu'il soit vraiment dans un truc. Un kiff de fin de carrière. Et ce titre, quand même, je suis à la disposition de l'équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques. On va pas se mentir, on aimerait bien le voir quand même à la... Ah bah tiens, on peut le lire rapidement. Donc oui, parce que c'est une équipe qui doit être composée d'équipes de joueurs en catégorie espoir, etc. Et il y a donc des places de marquee player un petit peu. Et donc Dimitri Payet qui dit pour les Jeux Olympiques de Paris, et qui dit il n'y a que 3 places, je suis à la disposition de la France, je sais ce que c'est de jouer un Euro dans mon pays et c'était extraordinaire. En revanche, j'ignore ce que c'est de disputer les JO. En tant que Français, j'aimerais bien vivre une telle expérience. Ça me plairait, oui. Je suis à la disposition de l'équipe de France, quelle qu'elle soit. On verra bien. Il y a un sélectionneur qui fera ses choix. Je suis tranquille avec ça. Franchement, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Je pense qu'en plus, s'il est dans un bon état d'esprit, s'il a un peu ce truc genre...
Genre, ouais, ben, écoutez, c'est un peu la dernière chance pour moi de réussir. Ce serait de réussir à gagner un titre avec la France et tout. Ce serait beau quand même de voir Payet là-dedans. Enfin bon, pour l'instant, nous parlons de Marseille-Villarreal. Griezmann et Mbappé vont déjà prendre 2 places. Il y a peu de chance pour lui, nous dit Winit. Ouais, je pense aussi. En plus, franchement, Griezmann, enfin, il le mérite quand même beaucoup. Il a fait quand même beaucoup de choses pour la France. Et Mbappé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est quand même très très fort. Et puis peut-être que qu'Henry voudra prendre un taulier un peu en défense ou un truc comme ça. Bon, on repasse à l'OM Villarreal. Donc, vous voyez, là, on avait un truc très différent là, sur les positions des joueurs contre Clermont. On avait vraiment 3 attaquants avec 2 milieux, Harit et Unai derrière, et donc les latéraux qui étaient très hauts. Là, on voit que sur les positions moyennes, en sachant que ça évolue en fonction du match, etc., on voit Klose et Ismaël Assar vraiment très très haut. Donc c'est pas une surprise qu'il y ait eu du changement au niveau sur le côté gauche de Villarreal, parce que Marcelino a dû se rendre compte qu'il prenait le bouillon de ce côté-là. Et Ismaël Assar qui a été quand même utile. Alors il a toujours du déchet, c'est toujours compliqué de vraiment bien le juger, mais Gasset lui dit, écoute, en fait on voit qu'il est pas... Il n'a pas cette position un peu 1990 d'ailier où il est vraiment là. Il est dans ce qu'on appelle l'half space, donc entre le défenseur central et le latéral. Et là, il doit prendre le dessus sur son vis-à-vis. Et il sait le faire. Ça, on a un contre un, il sait le faire. Comme sur l'action du penalty du 3-0. Donc ça, il sait très bien le faire, prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il le fait aussi à un autre moment, et c'est sur le central d'ailleurs, hein. C'est pas, voilà, c'était le 2 qui va marquer contre son camp et provoquer un penalty. Il le déborde sur l'action du penalty, il le déborde aussi à un moment sur cette situation où il centre ensuite fort et c'est repoussé par Bailly, et Klose qui apporte donc voilà, un surplus. Il est meilleur en attaque, c'est l'un des meilleurs latérales offensifs d'Europe, même s'il a des trous d'air dans ses saisons et que défensivement il y a aussi des limites, mais il apporte quelque chose, et c'est lui qui apporte notamment ce centre sur le premier but. Donc on voit qu'on a la constante avec Gasset depuis quelques matchs, c'est vraiment ce fait d'avoir un petit peu les 2 centraux en couverture et une sentinelle à l'ancienne, l'école Laurent Blanc, hein, on va dire. Donc là on avait Kondogbia. Ricky qui dit oui, c'est une position moyenne, non, vachement axiale avec le ballon et sur la ligne sans le ballon, non, ça explique son positionnement à l'espace. Mais il est quand même vraiment, tu remarqueras que depuis l'arrivée de Gasset, il est vraiment dans cette position half space, parce que c'est vrai que c'est une position moyenne, mais vraiment la dernière fois il était même plus là sur la position moyenne, tu vois, il était un peu plus haut, Iliman Ndiaye là et Aubameyang là, parce que par exemple Aubameyang il a passé beaucoup plus de temps aux abords de la surface, et pourtant sur la carte des positions il est à la même hauteur que Harit et Verretou, alors que il prenait plus la profondeur que Harit et Verretou. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc de position moyenne, mais vraiment Sarr, moi ce que je remarque c'est qu'il peut se retrouver le long de la ligne, mais qu'il est souvent là, et il est très très bon là pour rentrer dans la surface de réparation, parce qu'en fait il n'a pas une qualité de centre délirante, Sarr. Donc le retrouver là, c'est pas logique. Il va pas te mettre beaucoup de centres qui vont attirer putain, je trouve plus le mot. Quand tu atterris, il va pas le balancer beaucoup de centres qui vont atterrir sur la tête de Aubameyang. Donc par contre, ce qu'il sait très bien faire, c'est déborder son vis-à-vis. Donc si tu le mets là, eh ben, il te provoque des situations, il est dans la surface de réparation, et là c'est le bordel pour les défenseurs adverses. T'as un mec qui est lancé à toute vitesse, qui vient de dribbler un défenseur, si tu le touches, ça peut faire penalty, si tu touches le ballon, s'il fait des centres à ras de terre, des trucs qu'il sait faire parce que tout le monde sait les faire, eh ben ça peut créer un CSC, un truc comme ça. Donc en fait c'est encore une fois très intelligent de la part de Gasset de vraiment dire quelles sont les qualités d'Ismaël Assar. C'est un mec qui peut
éliminer, qui peut rentrer dans une zone très facilement. Et là où on a besoin de lui, c'est dans la surface de réparation. Après, là où il a des limites, c'est sur le dernier geste. Sarr, c'est contrôle de balle et vitesse, sinon le reste c'est 0, mais ça en fait déjà un bon joueur. En fait, ce qu'a dit, et on va aller voir la heatmap, Ricky d'ailleurs, pour un peu confirmer tout ça. Mais ouais, ce qu'a dit Gasset, c'est avec son côté très, très, très chaleureux. Il dit un truc du genre ça va être un grand grand joueur. Bon après par contre faut quand même qu'il se dépêche un peu ça parce qu'il a fêté ses 26 ans il me semble donc ça commence à être un peu pressé pour être un très grand joueur, mais il dit en fait ce qui lui manque c'est le dernier geste, parce que c'est vrai que dans le dernier geste il est un petit peu par moment comment dire maladroit. Voilà, donc tu vois la heatmap de Sarr. Donc il est vraiment pas collé. Par exemple, si on prend la heatmap de Klose, on voit que je chipote un petit peu, mais c'est beaucoup plus sur la ligne. Mais en fait, si tu prends Klose et Sarr, bon bah voilà, t'as vraiment l'occupation qu'il faut avec cette on voit cette comment dire, cette préoccupation de rentrer dans la surface. Voilà, c'est simple, tu veux rentrer dans la surface et tu utilises Sarr pour rentrer dans la surface, et Sarr il sait rentrer dans la surface et voilà, il touche aussi quand même pas mal de ballons là, donc il peut rentrer dans la surface et c'est important, et c'est ce qu'il fait. On voit qu'il touche pas de ballon ici, etc. Il en touche là, je pense que c'est aussi au niveau défensif, et après au niveau offensif c'est plus par là qu'il touche des ballons, donc c'est quand même intéressant de voir alors la heatmap, parce que Ricky me demande la différence entre la heatmap et la position moyenne. Donc en fait la heatmap c'est à chaque fois que le joueur touche un ballon, ils font un petit point, grosso modo un petit point de chaleur. Ça veut dire que là où c'est plus coloré, c'est là où les joueurs ont touché le plus de ballons. Donc voilà, donc là c'est la zone où Ismaïla Sarr a touché le plus de ballons. Donc on voit en fonction de là où c'est coloré le nombre d'endroits où il a touché des ballons. C'est-à-dire que, par exemple, sur la position map, on va pas voir la carte des positions, on va parler en français. La carte de chaleur, bon en fait non, c'est moche quand même. La carte de chaleur. Sur la carte des positions, on voit pas que Ismaïla Sarr a touché des ballons là. Là, on voit que c'est un peu coloré. C'est pas très très foncé, mais c'est un peu coloré. Là où c'est très foncé, ça veut dire qu'il a touché beaucoup de ballons. Donc voilà, il a touché beaucoup de ballons dans cette zone-là et dans cette zone-là. Alors que au final, si tu regardes... Alors attends, comment je vais faire je vais faire comme ça, je vais ouvrir 2 onglets, ce sera plus simple pour avoir... Voilà. Donc là, ça c'est sa position moyenne, c'est-à-dire que tu prends, pour faire la carte des positions, tu prends tous les ballons touchés et tu fais un point sur le terrain de la position moyenne du joueur. Donc la position moyenne du joueur, c'est ça. Ce qui, quand on regarde la heatmap, c'est à peu près correct. On voit que voilà, il a touché des ballons là, il en a aussi touché là, 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 là. Donc au final, ça fait un joueur qui était globalement là. Mais si tu veux plus en détail, le plus intéressant, c'est encore la heatmap. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et on n'a pas une map juste de sa position, qu'il touche ou non le ballon. Non, ça doit exister, mais je ne l'ai pas. Ça doit exister sur des applis payantes. Donc, je ne pense pas que je l'ai, ça. Plus milieu offensif que pur ailier en fait. Mais c'est... Ouais, nous demande Totov. En fait, c'est un petit peu spécial parce que, par exemple... attendez, je vais vous retrouver le truc. Est-ce que je peux faire ça comme ça ? Je pense que la bonne manière d'analyser ça, en sachant que voilà, ça bouge et tout, donc c'est vraiment pas figé dans le marbre, et il fait beaucoup d'ajustements en fonction de l'adversaire, notre ami Gasset. Donc ça change beaucoup. Mais cette position des joueurs, donc la heatmap de l'OM est là.
En fait, cette position du trio d'attaque, c'est un peu ça, en sachant que Iliman Ndiaye redescend, que Aubameyang et Ismail Assar sont plus les mecs qui prennent la profondeur, que lui, c'est des positions moyennes. Mais c'est un petit peu comme si vous aviez trois vrais attaquants, axiaux, qui utilisent les endroits où tu passes, en sachant que normalement tu as deux centraux, donc tu as un central là, et toi tu essayes de passer entre les deux, et tu as vraiment trois attaquants. Là, tu n'as pas un ailier, parce que l'ailier c'est souvent aussi un petit peu... c'est souvent un petit peu plus un milieu offensif en fait, tu vois, quelqu'un qui va être sur le côté. Genre, vous vous souvenez du 4-2-3-1 d'Eli Bob? Amalfitano, à droite, c'était un milieu offensif. Il faisait beaucoup d'efforts, c'était très utile pour l'équipe. Même d'ailleurs, le 4-2-3-1 de Bielsa, Thauvin avait expliqué, il faisait aussi beaucoup d'efforts. Là, Ismail Assar, c'est ni le Thauvin de Bielsa, ni le Amalfitano de Bob. C'est vraiment un attaquant. Pour moi, là, c'est vraiment un attaquant. Il leur demande des efforts au niveau du pressing. On voit que sa position, elle est d'ailleurs pas pareille. C'est vrai que c'est intéressant. J'aurais dû prendre des photos un petit peu, parce que c'est intéressant de voir la manière dont ils sont positionnés en position défensive et en position offensive. Mais en tout cas en position offensive, Ismail Assar est un vrai attaquant plus sur le côté, et qui doit faire ses différences pour faire chier le central gauche et le latéral gauche. En fait, c'est ça. Sa position, c'est attaquant entre le central gauche et le latéral gauche. Et ça fonctionne super bien. Et tu réutilises très bien Jonathan Klaus, qui en plus de ça t'apporte de la profondeur. Et également, là c'était Unai, hier Verretou, même si c'est différent. Parce que c'était beaucoup plus clair contre Clermont. Là, c'était un peu différent contre Villarreal, qui était une équipe qui voulait plus ressortir le ballon, etc. Mais voilà, la position de Sarr, c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça. C'est attaquant droit, voilà, comme tu le dis, Totov, c'est ça, attaquant droit, et Aubameyang attaquant gauche, c'est vraiment ça, c'est un attaquant droit qui est Sarr, un attaquant gauche qui est Aubameyang, et au milieu, tu as Iliman Ndiaye qui est point d'appui pour faire jouer les autres, et qui se trouve aussi souvent dans la surface de réparation, comme on l'a vu contre Clermont. Donc, comme le dit Ricky, du coup, le latéral et le DC droit adverse sont troublés. Qui doit prendre qui? Ça met de la confusion dans la défense adverse. Voilà, il y a un petit peu de ça. Surtout, en fait, il ne serait pas trop troublé si les latéraux, les milieux de terrain ne venaient pas aider. Mais là, ils viennent aider. Donc, en effet, tu te retrouves avec, par moments, les milieux de terrain adverses aussi qui savent plus qui doivent marquer. Est-ce qu'ils doivent redescendre aussi bas? Est-ce qu'ils doivent aller faire ci? Il y a du mouvement, en fait. C'est simplement ça. Il y a du mouvement. Et ça montre aussi une volonté de jouer vraiment offensive. Vraiment, tu joues avec trois vrais attaquants. C'est même pas assez fréquemment. En fait, hier à un moment, il y avait Ben qui était à côté de moi, et j'étais mort de rire, parce que je voyais vraiment une construction en 4-3-3. Je lui ai dit, regarde, le rêve de Gattuso. C'était un 4-3-3 parfait. Franchement, t'avais la ligne de 4, t'avais un milieu en triangle à 3, et t'avais 3 attaquants. Et ça, c'était sur une phase de jeu. Mais sauf qu'après, voilà, ça s'anime, il y a du mouvement, t'as des mecs qui jouent dans les zones où ils sont bons. Vraiment, Ismail Assar, il est très très bon. Il a une qualité évidente pour déborder un défenseur. Tu le mets, tu lui dis, là, tu vas entre le défenseur gauche et le latéral gauche, vas-y, fais-leur la misère. Il se régale, voilà. Sinalune qui dit: je suis sorti un peu gronchon du stade avec une fan match gatouzesque en supériorité numérique, et bizarrement pour moi c'est Unai qui génère ce jeu anti-football qui ne respecte pas les appels de balles et qui ne respecte pas les timings des mouvements collectifs. L'équipe est encore plus molle avec Harit et Unai en même temps, qui saccadent trop le jeu. J'ai eu de la peine pour les entrants Faris et Luis Enrique, aucun appel récompensé, pas une passe. Là, tu touches un peu un... alors, j'ai pas envie de faire des reproches, tu vois, mais je comprends. Je comprends. C'est vrai que, comme je disais, j'ai terminé un peu le match en disant: putain, mettez le cinquième, parce que le cinquième, avec le cinquième, c'est bon. Il y avait tellement de la place pour mettre le cinquième, et t'es tellement dans une euphorie que tu dis: bah allez, on en met 8, allez, pourquoi pas, vas-y, tu me remets ma tournée, Marcel, allez, c'est bon, on est parti. C'était ça, donc je comprends.
Je comprends et je comprends aussi le côté avec Unai. C'est dur quand même de faire des reproches sur un match comme ça. Surtout qu'en plus, j'avais bien aimé Unai contre Clermont, vraiment bien. Mais c'est vrai que là, 10 contre 11, où tu sentais que tu pouvais vraiment mettre le cinquième, au coup de sifflet... enfin, une fois qu'on est entré dans le temps additionnel, il y avait 5 minutes de temps additionnel et il y a eu un ou deux moments, j'ai dit allez, va de l'avant, va de l'avant. Et c'est vrai que c'était souvent Unai qui faisait un peu la passe en retrait, ça faisait tourner doucement, etc. Et c'est vrai aussi que Mumbagna et Luis Enrique ont tous les deux... il y avait un peu ce côté, ah putain, si on leur donnait des ballons, on sentait qu'ils avaient peut-être envie d'aller aussi marquer. Et surtout Mumbagna, j'aurais bien aimé le voir marquer. Fun fact, je vais au stade en vélo. Donc le soir, quand je rentre, je mets mon gilet orange pour être bien visible sur la route. Et je sortais du vélodrome et il y a une grosse voiture qui s'arrête. Et c'était Mumbagna qui me demandait l'emplacement d'un parking. Je pense qu'avec mon gilet orange, il a cru que j'étais un mec qui travaillait au vélodrome. C'était marrant, ça m'a fait rire. Je ne suis pas encore assez connu pour être connu de Faris Mumbagna. Peut-être si j'étais Daniel Riolo, mais je ne le suis pas. Enfin bon. Ouais, non, Unai fait une entrée bizarre. Après, tu rentres à 4-0 et tout, mais je comprends. Sincèrement, j'ai eu un petit peu aussi ce truc où, en plus, c'était face à cette équipe où tu voulais vraiment gagner, et t'étais en train de prendre du plaisir, donc tu disais, allez, on en met un cinquième, un sixième, et c'est vrai qu'il y a eu ce truc. D'ailleurs, Mumbagna aurait peut-être pu rentrer un peu plus tôt, mais on pinaille un petit peu. Donc voilà, j'espère que Mumbagna sera titulaire contre Nantes, mais c'est dur quand même de sortir Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il fait un match, les amis. Il me semble que j'avais sorti... D'ailleurs, on va regarder aussi sur FBref, un très bon site qui est peut-être un petit peu moins... agréable à la navigation que WhoScored, mais il y a pas mal de stats et même encore un peu plus détaillés que WhoScored, donc je vous les conseille. Bon, on a quand même 3 expected goals. Je sais que ça fait un peu rire le machin des expected goals et tout, mais 3 expected goals, ça veut dire que tu t'es créé quand même beaucoup de situations. C'est la preuve d'une bonne production offensive, quoi. C'est vraiment pas mal. Donc là, ici, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a des position maps. Vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas une navigation un peu plus agréable parce que le site est excellent. Vraiment, tu trouves des stats très pointues parce ils utilisent les stats. Attendez, il me semble que c'est Advanced Statistics Provided by Opta. Ouais, voilà. Et avant, c'était par un autre provider, mais... Enfin bref, ils ont vraiment des très bonnes stats, etc. Et peut-être que looking for something amazing, free for a limited time, no credit card required. Je sens qu'on va aller faire un essai. Mais ouais, tu vois ce dont on parlait, c'est-à-dire que là tu mets le 4e but, il y a le carton rouge d'Alberto Moreno. T'as quand même de la 60e à la 90e minute, tu peux mettre le 4e. Mais bon, t'as fait tourner quand même. Ce qui est important aussi avec Gasset, c'est qu'il essaye de remettre en jambe le maximum de joueurs, de les remettre dans le bain. Donc là, en plus des 11, tu as aussi fait jouer Bamo Meite, Azzedine Ounahi, Luis Enrique, Mumbagna et Soglo, qui se sentent toujours impliqués dans le jeu. Donc donc c'est pas mal, c'est quand même intéressant de voir tout ça. Alors on va repartir sur WhoScored parce que pour le live ce sera peut-être plus agréable à la lecture. Mais dans tous les cas, je comprends ta frustration. Ce que l'on me dit du sens de l'orientation de Faris, c'est très flippant. Ça fait rire qui les XG, demande Ricky. Mais non, mais c'est les stats, c'est très intéressant, les débats sur les stats. Un jour, on en parlera en détail, mais dans tous les cas, les stats, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil, et souvent, ça est bien utilisé. Ça peut te donner une lecture. Après, tu peux être d'accord avec cette lecture ou pas. Par exemple, je pense que Gattuso, il a pas mal utilisé les stats en se disant vous voyez là, personne ne nous a dominé, etc. Mais si tu es quelqu'un d'intelligent et d'honnête,
tu vas pas te baser que sur les stats, comme quand on dit ah oui mais maintenant les mecs ils recrutent que avec des stats et des logiciels et tout, mais personne ne fait ça. Voyons, personne ne fait ça, ça n'existe pas. Ou alors tu vas au devant de grandes déconvenues, bonhomme. Moi je te le dis, ça va être compliqué si tu te bases que sur les stats. Tous les recruteurs vous le diront. Bien sûr que les stats ça permet peut-être d'écrémer, de voir certaines choses, mais après il y a toujours une supervision en live. Ce qui était fait avant, c'est toujours fait maintenant, sauf qu'en plus de ça, maintenant tu as les stats pour t'aider en plus. C'est un outil comme pour voir les matchs. Et ben maintenant tu as les stats en plus. Donc mais je pense qu'on en fera un long débat. Ok. Ok. Mumbagna, c'est vraiment un autre type d'arme fatale. Il faut attendre encore de voir Mumbagna, mais il a un potentiel de joueur spécial. Et on espère le voir parce que il a une certaine, une puissance comme ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc voilà. Regardons un petit peu les stats offensifs de l'OM hier. Alors, comment je vais faire pour mettre ma tête bon, on va me mettre comme ça. Bon, alors les notes, par exemple, voilà, les notes WhoScored, c'est souvent un peu n'importe quoi parce que c'est basé sur les stats, tout ça. Des fois, ça n'a pas trop de sens. Bon, on voit que là, tout le monde a des bonnes notes, ce qui est à peu près normal. L'homme du match, c'est Aubameyang avec 8,76. Et le deuxième, c'est Amin Harit, 8,43. D'ailleurs, Amin Harit, il faut en parler. Moi, je trouve qu'il est très utile à l'équipe. Il est très utile à l'équipe depuis l'arrivée de Gasset, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, il a un gros volume de courses, il fait beaucoup d'efforts, il fait des choses simples et par moment il arrive à être décisif comme hier. Donc c'est tout bénef, mais même s'il n'est pas décisif, mais qu'il a une telle utilité au niveau de son abattage, voilà, c'est pas mal. On n'est pas loin du Amin Harit Max qu'on avait vu première partie de saison sous Tudor, je trouve, ou fin de saison sous Sampaoli. Alors, au niveau des tirs, Ismail Assar, par exemple, a tiré 3 fois, dont 2 cadrés, ce qui est pas mal. Mais par exemple, oui, ici, ils mettent aussi les fautes provoquées. Donc, on voit qu'il a quand même provoqué 4 fautes, ce qui est important. Voilà, Ismail Assar. C'est un peu un dynamiteur. Là où Iliman Ndiaye tire 2 fois, et s'il y a un reproche à faire à Iliman Ndiaye, que je suis très content de voir réussir, s'il y a un truc qui est assez ennuyant, c'est ça. Il est encore un petit peu maladroit dans le dernier geste. On sent c'est un peu de l'énergie pure, Iliman Ndiaye, et à la finition des fois c'est un peu de l'énergie pure encore. Donc en fait le fait que ce soit un peu de l'énergie pure, c'est ce qui fait que j'avais très envie de croire en ce joueur et que je suis très content de le voir réussir. Il court partout, on sent qu'il a très envie, et on sent qu'en plus en plus il a cette capacité à se retourner qui est assez rare, très facilement pour se remettre face au jeu, qui est très kiffante. Mais ce côté énergie pure, ça fait que devant les buts, des fois, il veut mettre des grosses frappes, comme sur sa deuxième occasion, et il faut peut-être mieux la placer. Et le pauvre, il la place super bien sur sa première occasion, puisqu'il a 2 occasions. Il la place super bien, et là, c'est Pepe Reina qui fait la parade. Donc, il y a peut-être ce truc à progresser. Iliman Ndiaye comme Ismail Assar, ils ont ce truc de la finition sur lequel il faut progresser. Mais le travail qu'il fait Iliman Ndiaye, la manière qu'il a de se positionner une fois qu'il est dos au jeu, c'est quand même vraiment pas mal, parce que sur le premier but, l'ouverture du score, il récupère le ballon. Et là, il y a même légèrement quelques sifflets dans le stade, parce que les gens se disent... donc déjà, il récupère dos au but, le fameux tu lui rentres dedans, le mec il résiste à l'impact, il se remet face au jeu. Et en fait, il y a un moment où tu te dis « Ah putain, il fallait la donner plus tôt !» Et il l'a pas donné plus tôt, mais sauf qu'il a lu ce qui se passe, et que d'un seul coup, ah bah il est tout seul lui. Et il la met à Klose qui fait le centre.
Et sur l'occasion qu'il a juste avant la mi-temps qui est sortie par Pepe Reina, pareil, il récupère le ballon et au lieu de vite faire la passe, il regarde autour de lui, il se dit ah bah ok, Oba il a pris le défenseur là, Sarr l'autre, et ben moi je vais tout droit et je peux tenter ma frappe. Et c'est une lecture du jeu j'apprécie beaucoup, mais j'apprécie beaucoup Iliman Ndiaye, voilà. Et d'ailleurs, c'est le moment aussi de parler, de dire aussi, parce que là, je fais un peu le mec, genre, ouais, j'avais raison pour Iliman Ndiaye. Mais il y a un mec que j'ai beaucoup critiqué cette saison, qui est Pierre-Emerick Aubameyang. Et bon, j'avais déjà un peu commencé mon mea culpa la dernière fois, mais il a encore marqué un doublé hier. Et là en plus il devient utile dans le jeu aussi quand même notre ami Aubameyang. Et ben c'est une réussite quoi. C'est une réussite Aubameyang. Je suis désolé pour mon ami Théo qui doit nous regarder et qui doit s'arracher les cheveux devant ça. Mais Aubameyang commence à avoir marqué un certain nombre de buts et il commence à être utile dans le jeu. J'avais dit que c'était un joueur d'instant, c'est-à-dire qu'on le voyait sur des instants, on le voyait pas trop avant. Là, en fait, on commence à ne plus le voir par instant, mais à le voir très fréquemment. En fait, Aubameyang, je pense que c'est un peu le symbole du recrutement qui a été fait cette saison, c'est-à-dire que on s'aperçoit, même si on a des doutes parce que ça performe mal, ça prend du temps à démarrer, mais qui a du talent. Mais le problème, c'est que tu avais zéro temps dans ta saison et que le temps que ça a pris, eh ben, t'as pris du retard. Il y a certaines choses qui passent et que tu peux pas rattraper. Ali qui nous demande est-ce qu'Aubameyang reste encore Monsieur Statistique. Bah, il reste là il devient un petit peu plus que Monsieur Statistique quand même hein. Il faut le dire. Franchement comment dire, il impulse vraiment quelque chose de fort. On sent qu'en plus il a un impact positif. On sent qu'il est écouté dans le groupe, qu'il apporte de la bonne humeur, machin. On sent que là, maintenant, il n'est plus seulement présent sur ces 2-3 occasions, mais qu'il est plus dans le sens du jeu, qu'il y touche plus de ballons, qu'il fait plus de choses. Donc, ça commence à être quand même très, très intéressant, Aubameyang. Alors que je vais retrouver j'essaie de retrouver ce tweet-là que j'avais fait sur Aubameyang qui plutôt voilà où je parlais beaucoup des expected goals et où est-ce qu'il était et à l'époque je disais même s'il marque ses 20 buts est-ce que ce qu'il aura coûté en début de saison sera rentabilisé. On me disait mais 20 buts mais t'es complètement con quoi, ça peut pas exister. En fait, si. En fait, si, il les a largement dépassés. Et même à l'époque, ça se voyait, il statait quand même. Donc voilà. Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Alors que je revois tous mes tweets sur Marcelo. Comme c'est beau. Comme c'est beau, comme c'est beau. Putain. Je suis... Ça c'est un beau moment de live. C'est un beau moment de live. Novembre, ouais, ça devait être par là. Problème, Bruce Springsteen, au Vélodrome, machin. Ah, je le retrouve pas, ce con. Enfin bref, oui, en gros je me demandais vraiment si ce truc... bon, par exemple, j'avais mis ce tweet-là. J'insiste là-dessus, mais la sous-performance de la star présumée de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang, est énorme en Ligue 1. Celui arrivé comme un finisseur à des munitions, beaucoup, le deuxième total de Ligue 1 derrière Mbappé pour un but marqué. Seul le Doiron fait pire. C'était le 23 octobre. Et
Et je pense vraiment, là, au niveau des XG, il était à 4,5. Donc, ça veut dire qu'un gros finisseur, il met 5 buts et il en avait mis qu'un. Il avait, il avait vraiment du déchet. Et d'ailleurs, je disais quand même, persuadé qu'il peut encore se réveiller. Mais ça pèse lourd dans le début de saison de l'OM, surtout quand, encore une fois, ce qu'il doit apporter, c'est la finition avant tout. Et on voit que que ça s'est répété par la suite. Et ouais, voilà, ici j'avais lancé le haut bas compteur, mais c'était ça son début de saison. Ce sont des poteaux et des ratés. Il doit être le facteur X. Ses références et son statut salarial l'y obligent. Et en fait, je suis toujours d'accord avec ça. Il finira peut-être à 20 buts, mais la dynamique qu'il impulse malgré lui est désastreuse. Tu ne peux pas te reposer sur lui, tu devrais. Et c'était après le match contre Nice où il rate cette occasion. Et voilà, je pense que c'est toujours plus ou moins vrai. Enfin, même non, que c'est vrai en fait. J'assume ça. Et d'ailleurs, j'assume le fait d'en demander plus à des joueurs qui, par leur statut salarial et référentiel, parce que voilà, Barça, Chelsea, machin, tout ça, doivent apporter plus que les autres. Ils doivent apporter plus. Et vraiment, je continue aussi de penser que au niveau du recrutement, tu ne peux pas dire que c'est une erreur parce que tu vois que tu vois tout ce qu'il t'apporte sur la saison. Tu vois qu'il n'a pas baissé la tête, qu'il a continué, et franchement, respect à lui pour ça. Mais le problème, c'est comme ce qu'explique là Longoria dans sa dernière interview sur Marcelino, et il avait besoin de temps. Et en fait, toi, tu n'avais pas de temps. Tu commençais ta saison par un barrage de Ligue des Champions. Tu commençais ta saison par un barrage de Ligue des Champions et tu avais un buteur qui avait besoin de 3 à 6 mois pour se remettre en route. Donc ces 3 à 6 mois, ils t'ont fait mal, ils t'ont fait très très mal parce que tu as eu des matchs, voilà, où là il doit marquer, là il doit marquer, là il doit marquer, contre Nice il doit marquer, contre Lille il est inexistant. Donc en fait ce moment-là, ça t'a fait très très mal, ça t'a fait très très mal. Et maintenant qu'il a retrouvé un rythme de croisière, là où il a toujours été bon, c'est quand même en Europe. Parce que même contre le Pana, etc., il fait un très très gros match en début de saison. Mais ouais, au final, il t'a coûté un petit peu peut-être un élan en début de saison. Et maintenant, il est fondamental dans l'élan qu'il t'apporte. Et on oubliera, parce que je connais mes supporters marseillais sûrs, je les connais mes marseillais sûrs, on retiendra que le positif et pas trop le fait qu'il a aussi un peu merdé sur certains points. Enfin, on oubliera le négatif, et tant mieux, ça voudra dire qu'il a réussi, et il faut lui souhaiter de réussir. Et tout le monde sera content s'il réussit. Mais dans tous les cas, oui, je pensais, moi, qu'il allait atteindre la 20aine de buts. Bon, bah, c'est déjà fait. On est le 8 mars et il est déjà à 21 buts et 8 passes décisives. Mais en plus de ça, vraiment, il est aussi plus présent maintenant dans le jeu. Donc, dans le jeu et dans le pressing. Parce qu'avant, j'avais un peu l'impression qu'il faisait semblant de faire le pressing. Et maintenant, il le fait pour de vrai. Donc écoutez, c'est positif. Il a raté des gestes hier, nous dit le pouvoir courant. C'est possible, mais j'ai pas trop de souvenirs. Je sais pas si tu as des trucs en tête, mais j'ai pas trop de souvenirs de ça. La grande question, c'était est-ce que son but, c'est volontaire ou pas? Il a dit à Canal, oui, c'est volontaire, on ne sait pas trop, mais parce qu'on peut revoir, je pense qu'on peut le revoir sur... il faudrait que je tape Canal. Voilà. Je pense que si je le mets comme ça, normalement, ça va passer. Je vais pas me faire striker. Voilà. Ouais, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est. Il a dit à Paga, bon, en riant, machin, euh, vraiment, je veux la mettre. Je pense qu'il veut la mettre, vraiment. Je pense qu'il veut la mettre. Mais le péno et le centre raté, sauf son match. Mais tu vois, pareil, le péno, par exemple,
je le trouve bien tiré. Je trouve qu'il le tire bien, c'est-à-dire il choisit un côté, il frappe fort, elle est à bonne hauteur voilà, il y a des et puis surtout, ouais, il était venu vraiment, sincèrement, le grand discours de la direction, c'était Aubameyang, c'est un meilleur finisseur que Sanchez. Le grand reproche que les supporters marseillais lui ont fait, c'est ouais, mais si tu le compares à Sanchez, il est nul dans le jeu. Euh, les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire que je pense que Sanchez est meilleur dans le jeu et que Aubameyang est meilleur à la finition, ou en tout cas qu'il est plus, il a plus ce côté attaquant qui, euh, qui pense à marquer. Enfin, sans dire qu'il est exclusivement, qu'il est égoïste, mais il a plus le but en tête que Sanchez. Et pour l'instant, écoutez, si le pari c'était on prend un mec qui va nous marquer plus de buts, si c'était ça le pari que tu voulais faire, bah pour l'instant c'est réussi. Donc écoutez, il faut le reconnaître, il faut le reconnaître. Et si tu as des mecs autour comme Ndiaye ou comme Harit, Verretou qui font le jeu, ben tant mieux. Tant mieux. Au fond, c'est pas Ndiaye qui prend la place de Sanchez sur le terrain, sur la grille salariale, c'est Obama. Mandriki Grozaï. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu ça en fait. Mais le truc, c'est qu'Enjay a été vu comme le remplaçant de Payet, mais dans tous les cas, en fait, ouais, ça. Le gros truc, c'est que tu t'as un peu ce machin avec Longoria dans la construction de l'effectif d'avoir un marquee player, une star qui est au-dessus salarialement, et ça a été Sanchez, et là c'est Aubameyang, donc c'est pour ça que la comparaison se fait naturellement. Et le truc c'est que par contre, oui, les deux devaient apporter deux trucs différents, mais personne, enfin, les deux devaient apporter deux trucs différents, mais naturellement, quand ça va mal, tu cherches à te rassurer et à retrouver ce qui a bien marché. Et donc Sanchez, et donc tu dis, bah c'est qui le mec qui était censé avoir la place de Sanchez? C'est Aubameyang, et Aubameyang ça fonctionne pas. Mais il faut se dire, voilà, Aubameyang, oui, il a pris la place salarialement, comme tu le dis, de Sanchez, mais il est censé t'apporter autre chose. Et je suis le premier, vraiment, hein, je suis le premier à dire que qu'il y a, enfin, à avoir critiqué Aubameyang, parce que par exemple il y a encore pas si longtemps, le match qu'il fait à Lyon, mais c'est désastreux, c'était nul, c'était vraiment mauvais quoi, il était vraiment nul à Lyon. Mais et je pense qu'Aubameyang c'est aussi le mec on peut voir ses fameuses qualités de finisseur, ce fameux truc de se procurer une ou deux occasions de but par match dans une équipe qui fonctionne, voilà. Donc là, l'équipe fonctionne, on se dit, ah ben, c'est pas mal Aubameyang. Et ce qui est marrant aussi, c'est quand vous regardez des, des médias internationaux un petit peu qui parlent d'Aubameyang, ils se concentrent beaucoup sur la Coupe d'Europe, et eux, ça fait un moment qu'ils disent, waouh, Obama it again, Aubameyang, best goal scorer. Même quand nous, on était là à se dire, bah, il est nul, machin, tout ça. Eux, c'est une masterclass du début à la fin pour les médias qui ne regardent que les stats et qui regardent de loin et qui ne voient pas les matchs, etc. Les médias étrangers, donc, qui voient surtout la Coupe d'Europe, ils se disent, ah, bah, en fait, il est en train de cartonner. Et c'est marrant de se dire qu'il y a certains joueurs, des fois, vus de loin, qui partent à l'étranger, et on les voit en France et on les voit cartonner qu'au niveau statistique, on se dit, ah, il cartonne aussi. Mais bref, Aubameyang, ça devient une réussite. Iliman Ndiaye a été relancé. Ismail Assar, c'est un électron libre. On commence à avoir beaucoup de réussite. Est-ce qu'on regarde un petit peu vite fait les notes, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient, ouais, en fait les notes après vous avez peut-être raison, les notes on s'en fout peut-être un petit peu, donc oui, on peut se concentrer plus sur les heatmaps, etc., surtout depuis qu'on a du football, autant faire ça. Et donc les notes en gros de l'équipe, c'est Paul Lopez 5, Jonathan Klaus 7, Mbemba 7, Balerdi 7, Balerdi qui était très bon encore hier.
Quant à Merlin 6, qui est un peu plus, qui a eu du mal un petit peu en première période, mais au final, je pense aussi qu'il est dans l'apprentissage, il est en train de passer un niveau et il est encore dans l'intégration et c'est pas mauvais. Donc c'est pas mauvais, mais le moment où il se prend le jaune et tout, il avait presque trop d'allant. D'ailleurs, fun fact, fun fact, je sais pas si vous avez remarqué, mais Quentin Merlin et Amin Harit, ils ont un petit peu le même langage corporel. Je ne sais pas si c'est l'école FC Nantes, mais il y a des moments, vite fait, je me disais, ah mais putain, c'est Harit. En fait, je les confonds de loin. En plus, comme ils sont un peu sur le même côté, au niveau de la position des bras, au niveau de leur tenue enfin, je sais pas, de la manière dont ils se tiennent, il y a un truc un petit peu où tu peux les confondre. Donc c'est marrant. Enfin, voilà. C'est vraiment un truc qui ne sert à rien. mais je vous le dis. Moi, je confonds par moment Amin Harit et Quentin Merlin. Et donc, j'ai décidé que c'était l'école nantaise parce que, par exemple, Valentin Rongier ne leur ressemble pas du tout au niveau corporel. Mais pourquoi pas? Kondogbia 5, Veretout 6, Harit 7, Iliman Ndiaye 6, je lui aurais mis plus, Ismail Assar 7 et Aubameyang 8. Ok, et la Provence, je pense que la Provence, je l'avais pas encore ouvert. Et oui, je vois ici la mort d'Akira Toriyama. Franchement, c'est triste. C'est important Dragon Ball dans la vie. C'est important, n'est-ce pas? Alors, on va aller en page 21-22. Voilà. Sar comme un poisson dans l'eau. Lopez 5,5, Klos 7,5, Mbemba 7, Balerdi 7, Merlin 6, ouais, un peu de vent, Veretout 7, Kondogbia 7, Harit 6,5, Sar 7,5, Ndiaye 6,5, Aubameyang 8. Je comprends pas trop les notes autour de Ndiaye, mais bon, les notes, on s'en fout un petit peu parce qu'en vrai, tu regardes en 360p, tu dis, est-ce que le live est en bonne qualité ou pas? Parce que je n'ai pas trop fait attention. Je sais que des fois, il y a des trucs en... ça m'a l'air d'être... Ça va, ça m'a pas l'air d'être... bon, bref, on passe à la suite. Enfin, on s'en fout. En plus, on a un petit peu des notes. Mais ouais, il y a des grosses disparités quand même dans les notes, hein, je trouve, entre... Il y a des mecs, on sait pas trop. Kondogbia, il a 7 à la Provence, 5 à l'équipe. C'est spécial. Pourquoi Kondogbia à 5 par exemple? Concentré sur les tâches défensives, le capitaine a paru un ton au-dessous de ses coéquipiers et de l'entrejeu et a parfois manqué de précision avec le ballon. Sa solidité n'a quand même pas été prise en défaut par des Espagnols beaucoup trop passifs pour l'inquiéter. Et quand la Provence va dire l'international centrafricain fait le job en sentinelle, orientant le jeu à la construction, colmatant les brèches et n'hésitant pas à faire remonter le bloc olympien, précieux dans l'entrejeu. Il a utilisé son expérience pour régner sur les débats. Voyons voir, prenons un petit peu ses stats du coup. Un autre ami Geoffrey Kondogbia, bon c'est sûr qu'offensivement c'est très très faible, hein, il n'y a pas grand chose, voire rien du tout. Vous voyez bien, voilà, il est juste en dessous de moi. Et défensivement, est-ce qu'on le voit toujours, Kondogbia? Oui, voilà. Défensivement, 3 tacles, il a fait 3 tacles, 3 interceptions. Au niveau des passes, il fait pas mal de passes longues finalement. On voit qu'on a... Attendez, je vais me remettre sur le côté, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. C'est là aussi où on voit, c'est vrai que je ne m'étais pas beaucoup concentré là-dessus, mais on voit qu'on a beaucoup allongé. En fait, ces stats de LB, c'est long ball. On voit, bon, déjà, Paul Lopez qui a donc balancé 11 longs ballons pour 5 réussis. Balerdi 11, Chancel Mbemba 11, Merlin 10, ça fait beaucoup, et Geoffrey Kondogbia 8. Franchement, pour avoir passé pas mal de temps sur WhoScore, notamment quand je faisais les notes pour FCM, c'est vraiment, ça montre vraiment que on a su aller vite rapidement.
Ce qui, pourquoi pas, hein, moi, tant que c'est réfléchi, tant que tu fais d'autres choses tactiquement, la tactique, ce n'est pas que de relancer, hein. Ça peut être autre chose. Et là, il fallait peut-être aller plus vite vers l'avant. Et tu as aussi eu pas mal de phases de possession dans le camp adverse. Et tu as eu un jeu un peu plus direct, pourquoi pas. Mais ouais, ces stats-là de long ballon, elles sont quand même importants, hein. Mais bon, bref, tout ça pour dire, pour rester sur Kondogbia, il est, 7 longs ballons réussis sur 8, donc c'est très correct. Et d'ailleurs, on voit que tous ces mecs-là, ils ont des stats de long ballon assez élevés, ce qui est normal quand tu joues long direct, et que plus on avance haut sur le terrain, de manière totalement normale, moins c'est le cas, et c'est totalement normal. Donc voilà. Donc Geoffrey Kondogbia, je sais pas trop quoi en penser. Hier, écoutez, il a fait le taf. Il a fait le taf, et comme le dit le pouvoir Coron, ce sont les longs ballons qui ont détruit Villarreal. Et elle dit ces disparités s'expliquent selon le point de vue dans lequel tu te places. Tu peux développer un petit peu ça si tu veux, mais oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'idée. Si tu te dis, on attend plus de lui, donc on lui met 5. Et si tu te dis, on avait besoin juste d'un mec qui fasse le taf, tu lui mets 7 si t'es la Provence. Ouais, je pense que c'est de ça que tu veux dire, mais voilà. Et Iliman Ndiaye, que moi j'ai trouvé excellent, franchement, pour moi, c'est... peut-être que c'est parce que son jeu me plaît plus que d'autres, mais pour moi, limite, c'est l'homme du match, Iliman Ndiaye. L'équipe qui dit ce rôle axial lui va très bien, et il a pu s'engouffrer en pointe avec Aubameyang et Sarr qui s'écartaient ou fixaient la défense espagnole. Son bon travail dans la surface lui a permis de décaler Klose sur l'action de l'ouverture du score, et il lui a seulement manqué un but qu'il a raté 2 fois avec une frappe captée par Reina et un tir au-dessus en bonne position. Alors que la Provence lui a mis 6,5. Placé en faux numéro 9 avec une liberté d'action intéressante, le Sénégalais a tergiversé, mais il a bien fait avant de servir Klose pour l'ouverture du score, autant d'une frappe du droit repoussée par Reina et d'un tir complètement au-dessus du cadre sorti au profit d'Unai. Moi, franchement, Ndiaye, je lui aurais mis 7 ou 7,5. Sarr, je lui aurais mis un petit peu moins. Je lui aurais mis 7, en fait. Voilà. T'as gagné 4-0, quoi. Si tu mets 8, 7, 7, ça me paraît... Bon, ce qui est plus ou moins le truc. Voilà, attends, j'enlève 0,5 à Sarr pour les mettre à Ndiaye. On n'est pas sur un truc de fou. Harit, je lui aurais mis 7 aussi. J'apprécie beaucoup de voir un mec travailler comme ça. Kondogbia, 6, parce que voilà, c'est peut-être moins important. Verretou, peut-être que, en fait, ouais, voilà, peut-être que j'aurais échangé les notes entre Verretou et Harit, parce que Verretou, il est un peu moins intéressant qu'Harit dans ce truc, mais ça reste un joueur très important de l'OM et très utile, et sans lui l'OM n'est pas la même, etc. Donc voilà. Enfin, après c'est les notes, quoi, on s'en fout un petit peu au final. Et le fait que Merlin est un petit peu moins que Klose, c'est normal, même si Klose 7,5 c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, 7 c'est bien, 7 c'est bien. Mais dans tous les cas, les notes, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, et Ali qui me répond sur ce truc exact, c'est ce que je veux dire. Par exemple, moi j'en attends beaucoup plus de Kondogbia vu son statut. Euh, Moi j'en attendais beaucoup plus. On peut se dire, par exemple, le Gay qui a joué exactement dans ce rôle, puisque comme on l'a dit un peu plus tôt dans le live, tu as vraiment cette structure maintenant où tu envoies beaucoup de monde devant, et tu as vraiment ce côté sentinelle Lolo White Forever. Et dans ce rôle de sentinelle, Gay avait été très intéressant contre Clermont. Après, c'était moins fort que Villarreal. Bon, Kondogbia, il y a des matchs où il a pu m'énerver quand l'équipe n'était pas très bonne et que j'en attendais plus par rapport à son statut. Bon, ouais, là, je jouerais mis 6, et puis voilà. C'est vrai qu'au final, j'ai même pas de souvenir très marquant de Kondogbia. Je l'ai vu quand même défensivement assez utile, souvent prêter main forte, ouais, Mbemba et Balerdi. J'ai eu l'impression qu'il remplissait parfaitement son rôle. Donc voilà, les amis. On va peut-être se quitter là, parce que nous sommes ensemble depuis 1h15, enfin plus depuis 1h et quelques, puisqu'il y a eu un peu
le truc avant que je lance le live. Et ben on est bien. Et on peut rêver d'une qualification en quart de finale. Faire un quart de finale de Coupe d'Europe, ce ne sont pas toutes les équipes françaises qui peuvent s'en targuer. D'ailleurs, un autre truc aussi, moi, qui me plaît beaucoup, en fait, quand j'étais en train d'attendre les coachs pour la conf, etc., il y avait tous les résumés des matchs d'Europa League, de Conference League, etc. qui tournaient en arrière-plan, parce qu'il y a des écrans dans la salle de conf. Et je pense je sais plus, il y avait Ajax quelque chose, il y avait des équipes qu'on voit tout le temps en Coupe d'Europe. Et je me suis dit, putain, l'OM le devient enfin. C'est-à-dire qu'on voit enfin, on voit enfin régulièrement l'OM en Coupe d'Europe. L'année dernière, on est sorti peut-être un peu trop tôt, mais on a gagné 2 matchs en Ligue des Champions, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Et l'année précédente, on avait été nul en Europa League, donc on aurait pu, d'autres années avant, on aurait peut-être dit, bah ça y est, c'est bon, on envoie en cul la Conference League. Non, on l'a pas fait. On a été en demi-finale. Là, en 8e de finale, devant toute l'Europe, comme l'a dit l'ami Nico, comme elle vient, on a brillé dans un match européen. Ça ne nous arrive pas si souvent. Donc en Europe, ils doivent dire yeah, Marseille won 4-0, quelque chose comme ça. En fait, il commence à y avoir un peu des gages de présence marseillaise en Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est un truc un peu impalpable, un petit truc à la con, mais on existe à nouveau en Coupe d'Europe, même à un petit niveau, et il faut peut-être débuter par là, et encore que les quarts de finale de l'Europa League, c'est pas rien, même si on se fait exploser par Leverkusen, qui a d'ailleurs failli perdre hier, failli briser sa série d'invincibilité à Karabag, on existe. On est de nouveau là, on joue des matchs de Coupe d'Europe, on joue des matchs à élimination directe, on en a joué avec Sampaoli, on en joue cette saison, et c'est un petit peu ça quand même, un petit peu de manière bordélique, un petit peu avec trop de turnover, avec des incohérences au niveau des changements de coach chez Longoria, mais Longoria, la présidence Longoria, elle a quand même fait que l'OM est de nouveau en Coupe d'Europe. L'an prochain, quand je regarderai le coefficient européen de l'OM, vu que c'est calculé sur les 5 dernières saisons, il y aura moins de 0. Parce qu'il y avait plein d'années où on ne jouait pas du tout la Coupe d'Europe. On n'existait pas, on n'était pas là. On n'était pas là. C'est simple, on n'était pas là. On ne jouait pas de Coupe d'Europe, on n'était pas en Coupe d'Europe. Là, on commence à avoir une certaine régularité et c'est un tout petit détail. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte quand on fera le bilan de cette saison et quand on reparlera. On espère que la saison se terminera bien. On n'oubliera pas de dire que Longoria s'est trompé. Sans doute très fort sur le choix Marcelino. Et encore plus fort pour moi parce que Marcelino, j'aurais quand même aimé voir le truc vraiment se planter totalement, on n'a pas eu le temps, mais encore plus fort sur le choix Gattuso, il faudra le dire. Mais bon, on a existé en Coupe d'Europe, il y a quand même des joueurs qui sont pas tous qui sont pas tout nuls, il y a des joueurs avec des qualités et voilà, bref. L'OM Redemption Tour et passe près de chez vous dans pas très longtemps. Ne ratez pas la prochaine date des Blancs à dread qui vont venir vous jouer la Redemption Song. On y est les gars, on y est, on est dans le Redemption Tour. On n'est pas loin d'un quart de finale de Coupe d'Europe. Alors, il faut pas le dire trop fort parce qu'il y a une équipe française qui s'est plantée. Je veux pas croire qu'on se fasse éliminer, qu'on ait une remontada, mais il ne faut jamais croire que c'est impossible. Les Parisiens devaient le croire lorsqu'ils se sont fait éliminer par le Barça. Hier, quand j'ai dit ça, on m'a dit oui, mais en même temps, le Villarreal, c'est pas le Barça. C'est vrai, on m'a dit Villarreal avait d'autres joueurs que le Barça, c'est vrai, mais le PSG en face avait d'autres joueurs que l'OM actuel. C'est aussi pas à oublier. Mais voilà, on va pas insulter l'avenir. On est pas mal. En tout cas, on revit en cette fin de saison. Savourons cette belle victoire.
savourons le fait de revoir du jeu, savourons le fait de voir Iliman Ndiaye performer, parce que c'est pratiquement mon focus numéro 1 maintenant lors des matchs. Je vous jure que j'ai zéro lien de parenté avec ce mec, j'ai rien à voir avec lui, mais j'aime juste le football. Donc voilà, et comme le dit Lico Dingo, Mourad, on va dépasser Lyon si on atteint l'écart au classement des clubs au coefficient UEFA. C'est un petit truc, mais quand Marcelino disait l'OM est un club qui régresse, l'OM est un club qui a beaucoup régressé, mais je pense qu'il ne régresse plus. Et si on arrive à sauver cette saison, franchement, ce sera une progression énorme. Ce sera une progression énorme. Moi, je crois toujours pas à la 4e place. Je crois que ça va être dur et à un moment, ça va se calmer. On va perdre des points. Mais déjà, si on termine 5e, qu'on fait un quart, ou mieux encore, une demi d'Europa League, l'OM sera un club qui progresse. Sur ces mots, je vous quitte et j'espère vous avoir mis des mauvaises versions de Redemption Song dans la tête pour toute la journée. Allez, ciao les amis et à lundi pour un prochain live.